y a une odeur particulière qui imprègne les maisons où l'amour est conditionnel. Ce n'est pas une odeur de poussière ou de renfermé, mais plutôt une senteur clinique, froide, semblable à celle de l'air conditionné dans une salle d'attente d'hôpital. C'est l'odeur de la retenue, du silence calculé, de l'anxiété qui tapisse les murs. J'ai grandi dans cette atmosphère, respirant à petites gorgées pour ne pas déranger l'écosystème délicat qui tournait exclusivement autour d'une seule personne, ma sœur, Élodie. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai compris que le monde familial était un théâtre où je n'étais même pas conviée en tant que figurante, mais simplement comme le décor de fond, terne et invisible, destiné à faire ressortir la brillance de l'actrice principale. Élodie était le soleil aveuglant de notre mère. Moi, j'étais l'ombre nécessaire pour prouver que la lumière existait. Je me souviens des matins d'hiver, de la buée sur les vitres de la cuisine. Notre mère préparait le petit déjeuner. Pour Élodie, c'était un rituel d'adoration. Les tartines devaient être dorées, avec une précision chirurgicale. Le chocolat chaud à la température exacte pour ne pas brûler son palais délicat. Pour moi, c'était le reste. Ce qui traînait. Le pain de la veille, le lait tiédasse. Ce n'était pas une question de pauvreté matérielle, mais une avarice émotionnelle d'une violence inouïe. La mère mesurait son affection en grammes, et la balance penchait toujours du même côté jusqu'à se briser. Chaque réussite d'Élodie, même la plus insignifiante, comme colorier sans dépasser les lignes ou réciter un poème médiocre, était célébrée comme une victoire olympique. Mes propres réussites, mes bulletins scolaires parfaits, mes prix d'excellence étaient accueillis par un hochement de tête distrait, parfois accompagné d'un soupir d'agacement, comme si mon intelligence était une insulte silencieuse à la superficialité de ma sœur. Ce mécanisme psychologique implacable m'a façonné d'une manière que ni ma mère ni ma sœur n'ont jamais eu l'intelligence de percevoir. Elles croyaient m'avoir brisée, m'avoir rendue docile, soumise, désespérée d'obtenir une miette d'approbation. Au début, c'était vrai. L'enfant que j'étais pleurait dans le placard de sa chambre, enfouissant son visage dans des vêtements hors d'âge pour étouffer le son de ses sanglots pendant que des éclats de rire complices résonnaient dans le salon en bas. Je me demandais ce qui clochait chez moi. Si j'étais laide, si j'étais mauvaise, si j'avais une maladie invisible qui repoussait l'amour maternel. Mais la douleur, lorsqu'elle est administrée à dose quotidienne pendant des décennies, finit par calcifier le cœur. Le désespoir s'est lentement métamorphosé en observation. J'ai arrêté de pleurer à l'âge de 12 ans. À la place, j'ai commencé à analyser. J'ai disséqué leurs comportements, leurs faiblesses, leur dépendance mutuelle. J'ai compris que ma mère était une femme vide, terrifiée par le vieillissement et l'insignifiance, qui vivait par procuration à travers la vanité d'Élodie. Et Élodie était un parasite doré, incapable de survivre une seule journée dans le monde réel, sans une cour pour applaudir sa simple respiration. Une fois cette dynamique comprise, la douleur a disparu, remplacée par un vide glacial, une lucidité terrifiante. J'ai compris que je ne ferais jamais partie de leur famille. Et cette certitude a été ma plus grande libération. J'ai bâti ma vie en silence. J'ai étudié avec l'acharnement d'un animal traqué, accumulant les diplômes en finance et en droit, fuyant la maison familiale dès que légalement possible. J'ai obtenu des bourses, j'ai cumulé 3 emplois pour payer ma chambre d'étudiante, refusant de leur demander le moindre centime, sachant très bien que chaque pièce de monnaie m'aurait été facturée au centuple, en humiliation. Le temps a passé, une décennie entière. Pendant que je gravissais les échelons des grandes firmes d'investissement, accumulant un capital que ma famille n'aurait même pas pu concevoir, Élodie stagnait dans sa propre fange dorée. Elle papillonnait d'un travail médiocre à l'autre, toujours convaincue que le monde entier conspirait contre son génie méconnu. Elle accumulait les relations désastreuses, choisissant des hommes aussi vides et narcissiques qu'elle, avant de retourner pleurer dans les jupes de notre mère, qui épongeait invariablement ses dettes astronomiques en hypothéquant peu à peu la maison familiale. J'observais ce naufrage financier de loin,
refusant systématiquement de répondre à leurs appels au secours voilé. Je n'existais pour elle que lorsque le solde bancaire de ma mère virait au rouge écarlate. Je répondais toujours avec la même froideur polie, un mur de glace impassible. Jusqu'au jour de l'annonce du mariage. Élodie avait finalement trouvé quelqu'un d'assez crédule ou d'assez ambitieux pour lui passer la bague au doigt. Un jeune cadre du nom de Thomas, issu d'une famille bourgeoise obsédée par les apparences. L'annonce m'a été faite par un appel téléphonique de notre mère, le premier en 8 mois. Sa voix ruisselait d'une fausse douceur mielleuse qui me donnait la nausée. Elle m'a parlé pendant 40 minutes, des noces prévues. Un événement qui se devait d'être grandiose, royal, à l'image de ce qu'Élodie méritait. Elle m'a décrit le traiteur, le photographe de renom, l'orchestre symphonique et bien sûr, la salle. Le domaine des Cèdres, un manoir du XVIIIe siècle entouré de jardins à la française, le joyau de notre région, réservé des années à l'avance par l'élite locale. Et puis, au bout de 40 minutes de monologue hystérique, le couperet est tombé. Le véritable but de l'appel, l'argent. La famille de Thomas payait la moitié, mais notre mère, ayant ruiné ses finances pour entretenir les caprices de ma sœur pendant des années, était incapable de fournir l'autre moitié. Elle s'attendait, avec cette arrogance naturelle qui la caractérisait, à ce que je signe un chèque en blanc. Pour la famille, disait-elle, pour laver les supposées offenses du passé, pour prouver que j'étais une bonne sœur. J'ai laissé un long silence s'installer au téléphone. J'écoutais sa respiration saccadée de l'autre côté de la ligne. La tension palpable, la panique sous-jacente de l'humiliation sociale si ce mariage n'avait pas lieu. C'est à cet instant précis que l'idée a germé dans mon esprit. Une idée noire, parfaite, d'une symétrie mathématique absolue. Je n'allais pas lui donner d'argent. J'allais faire bien pire. J'allais prendre le contrôle total de l'échiquier. Je lui ai répondu d'une voix parfaitement modulée, sans la moindre trace d'émotion, que je ne ferais pas de transfert bancaire à son nom ni à celui d'Élodie. J'ai entendu le souffle de ma mère se bloquer, le début d'une insulte se former dans sa gorge. Mais j'ai enchaîné immédiatement. J'ai proposé de prendre en charge directement le paiement des prestataires principaux, au nom de la famille. J'ai spécifié que je gérerais les contrats en coulisses pour leur éviter le stress bureaucratique. Ma mère, aveuglée par le soulagement de voir les factures réglées et l'illusion de sauver la face devant la belle famille de Thomas, a accepté sans hésiter. Elle n'a posé aucune question sur les conditions. Elle n'a pas lu les documents que j'ai exigé qu'Élodie signe pour me donner une procuration totale sur la gestion de l'événement. Pour elle, l'argent magique de la sœur ingrate venait de tomber du ciel. Elle pouvait continuer à parader, à jouer les aristocrates, pendant que je restais dans la soute à charbon pour alimenter la machine. Ce qu'elles ignoraient, c'est l'étendue réelle de mon patrimoine. Elles pensaient que j'étais simplement cadre supérieur. Elles ne savaient pas que 3 mois plus tôt, par l'intermédiaire d'une société holding que j'avais fondée au Luxembourg, j'avais racheté la société en faillite qui gérait le domaine des Cèdres. Le manoir m'appartenait. Je ne faisais pas que louer la salle. J'étais la propriétaire du domaine entier. Les mois de préparation ont été une descente aux enfers orchestrée. J'ai subi chaque essayage de robe, chaque dégustation de menu, m'asseyant toujours dans un coin, traitée comme une assistante personnelle invisible. Élodie se pavanait devant les miroirs, entourée de ces demoiselles d'honneur gloussantes, des filles aussi artificielles qu'elle, qui me regardaient avec un mélange de pitié et de mépris. Élodie faisait exprès de commander les champagnes les plus hors de prix pour les dégustations, me jetant des regards obliques pour voir si je grimaçais en tendant ma carte noire. Je ne bronchais jamais. J'encaissais les piques de ma mère sur mes vêtements supposément ternes, sur mon célibat, sur mon manque cruel de goût par rapport au raffinement inné d'Élodie. Je les laissais s'enivrer de leur propre cruauté. Chaque insulte, chaque humiliation publique, chaque rire moqueur dans mon dos était méticuleusement archivé dans mon esprit. Elles croyaient me piétiner. En réalité, elles tissaient elles-mêmes la corde qui allait les pendre.
le contrat de location de la salle, celui que j'avais fait rédiger par mes propres avocats et que le directeur du domaine avait fait signer à Élodie sans qu'elle ne lise une seule ligne, comportait une clause de résiliation très spécifique, une clause d'annulation unilatérale de la part de la direction, à tout moment, sans justification nécessaire à moins de 24 heures de l'événement, avec remboursement intégral et clause de non-responsabilité en cas de dommages moraux. Un contrat draconien, toxique, qu'aucun client sain d'esprit n'aurait signé. Mais Élodie était trop occupée à choisir la nuance exacte de blanc nacré pour les housses de chaise pour se soucier des petits caractères juridiques. La fatigue psychologique de ces mois de charade pesait lourdement sur mes épaules. Maintenir un masque d'indifférence totale face à des abus constants requiert une énergie monumentale. Les soirées dans mon appartement se passaient dans un silence monacal, à revoir les plans de table, à coordonner les fournisseurs, tous payés par mes sociétés écrans, tous obéissant à mes directives strictes. Le directeur du domaine, Monsieur Laurent, un homme d'âge mûr terrifié à l'idée de perdre son poste suite au rachat, obéissait à mes moindres ordres avec une soumission absolue. Il connaissait le plan. Il connaissait l'identité de sa véritable patronne. Il jouait le jeu avec la famille d'Élodie, se courbant devant leurs exigences absurdes tout en m'envoyant des rapports détaillés chaque soir. La machine était parfaitement huilée, réglée comme une horloge suisse, prête à exploser au moment exact que j'avais choisi. La tension montait à mesure que la date approchait. L'air devenait irrespirable. Ma mère, rongée par l'anxiété que quelque chose vienne gâcher le triomphe de sa fille chérie, devenait de plus en plus agressive, m'utilisant comme paratonnerre pour toutes ses angoisses. Je ne répondais rien. Je regardais les jours défiler sur le calendrier. J'attendais l'étincelle. J'attendais la preuve finale, indiscutable, irréfutable, qu'elle ne méritait absolument aucune once de pitié. Et cette preuve est arrivée la veille du grand jour. L'appartement était plongé dans la pénombre, éclairé seulement par la lumière crue de mon ordinateur portable. Il était 21h30. Le mariage était prévu pour le lendemain à 14h, suivi de la réception au manoir. Tous les prestataires étaient sur le pied de guerre. Les décorations florales, coûtant le prix d'une voiture neuve, étaient en train d'être installées dans la grande salle de bal sous ma supervision à distance. J'étais épuisée. Mes yeux brûlaient de fatigue. Mon téléphone, posé sur la table en verre, a vibré d'un coup sec. L'écran s'est illuminé, affichant le nom d'Élodie. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai regardé le rectangle lumineux avec une sensation étrange dans la poitrine, un mélange de résignation et d'une noire anticipation. J'ai lentement tendu la main et déverrouillé l'appareil. Le message était là, affiché en lettres noires sur fond blanc, brutal, sans introduction, sans salutation. Une exécution sommaire par voie numérique. Écoute, il y a eu un changement de plan pour les photos demain et pour la table d'honneur. La famille de Thomas veut quelque chose de très intime, très esthétique pour le magazine. Ne le prends pas mal, mais ta présence gâche un peu la symétrie. Et puis, honnêtement, tu as toujours été une étrangère pour nous. Tu ne fais pas partie de la famille. Maman est d'accord. Sois gentille, reste discrète au fond de main. Ou mieux, ne viens pas à la réception. De toute façon, ton rôle de banquière est terminé. J'ai relu le message 3 fois. Les mots ne dansaient pas devant mes yeux. Ils se gravaient dans mon cerveau avec une clarté absolue. Ta présence gâche la symétrie. Tu ne fais pas partie de la famille. Ton rôle de banquière est terminé. Chaque phrase était un coup de poignard planté avec la précision cruelle d'une vie entière de mépris. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait avoir siphonné mon argent, ma dignité, mon énergie pour me jeter aux ordures la veille du couronnement, s'assurant ainsi que je ne polluerais pas leurs précieuses photos de famille avec ma présence encombrante. Une chaleur étrange a commencé à irradier dans ma poitrine, remontant le long de mon cou, effaçant instantanément des mois de fatigue accumulée. Ce n'était pas de la tristesse. La tristesse exige de l'amour, et je n'en avais plus une goutte pour ces personnes. C'était autre chose. C'était le frisson électrisant d'un prédateur qui voit enfin la cage se refermer sur sa proie.
J'ai posé le téléphone et j'ai respiré profondément, savourant l'instant. Le silence de mon appartement n'était plus vide. Il était chargé de la puissance d'une tempête qui s'apprête à déferler. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté mon téléphone contre le mur. J'ai agi avec la précision glaciale d'un chirurgien. J'ai commencé à taper ma réponse. Mes doigts volaient sur le clavier virtuel avec une lenteur calculée. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas faire de scandale. J'allais leur donner exactement ce qu'elles demandaient. C'est noté. Je comprends parfaitement. Je ne serai pas présente à la réception. Je vous souhaite le mariage que vous méritez. J'ai appuyé sur envoyer. 30 secondes plus tard, mon téléphone sonnait. C'était ma mère. J'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher, portant l'appareil à mon oreille, sans dire un mot. J'entendais le bruit de fond de la suite d'hôtels luxueuses où elle résidait, pour la nuit, payée par mes soins. J'entendais le cliquetis des verres de champagne. Et puis, la voix de ma mère, déformée par l'alcool et l'excitation nerveuse. « Tu as reçu le message de ta sœur ?» a-t-elle demandé, sans la moindre trace d'hésitation dans la voix. Pas de culpabilité. Seulement le besoin de vérifier que la vermine avait bien compris sa place. « Oui », ai-je répondu, ma voix plate, morte, dépouillée de toute intonation. Un silence a suivi. Puis, de l'autre côté de la ligne, j'ai entendu Élodie glousser en arrière-plan. Et ma mère a ri, un petit rire bref, méprisant, soulagé. Le son de ce rire s'est infiltré dans mon oreille, a voyagé le long de mon système nerveux et a définitivement cimenté le coffre-fort de mon empathie. C'était le rire d'une femme qui pensait avoir réussi le crime parfait, le meurtre psychologique de sa propre fille, avec bénéfice financier. « Bon », a repris ma mère, son ton devenant soudainement sec et autoritaire. « C'est mieux comme ça. Sois raisonnable. Tu aurais fait tâche de toute façon avec les amis de Thomas. Tu pourras passer prendre un morceau de gâteau dimanche à la maison, si tu veux. » Elle a raccroché sans attendre ma réponse. Le clic de fin d'appel a résonné dans le vide de ma chambre. J'ai regardé l'écran noir de mon téléphone pendant 1 minute entière, écoutant le rythme régulier de mon propre cœur. Il battait lentement, calmement. Il était temps. J'ai ouvert mes contacts, j'ai cherché le nom de Monsieur Laurent, le directeur du domaine des Cèdres, et j'ai composé son numéro personnel. Il a décroché à la première sonnerie, conscient qu'un appel de la propriétaire à cette heure-ci signifiait une urgence absolue. « Oui, madame », a-t-il répondu, sa voix empreinte de respect et d'une légère appréhension. « Monsieur Laurent ?» ai-je commencé, mon ton descendant de plusieurs octaves, adoptant l'autorité inébranlable de la directrice générale que j'étais. « Arrêtez tout !»« Pardon, madame ?» Les fleuristes sont en train de terminer l'arche principale et le traiteur est « Arrêtez tout !» ai-je répété, coupant court à ses explications. Dites aux fleuristes de tout remballer. Dites au traiteur de remballer les chambres froides. Éteignez les lumières, verrouillez les grilles du domaine. Le mariage est annulé. J'ai entendu son souffle se couper. Un long silence s'est étiré, rempli par l'incrédulité de l'homme à l'autre bout du fil. Annulé ? Mais, madame, nous sommes à moins de 16 heures de l'arrivée des invités. C'est l'événement de l'année. Les contrats stipulent que la direction se réserve le droit d'annuler unilatéralement, sans motif, avec remboursement immédiat. Ai-je récité de mémoire, savourant chaque syllabe juridique. C'est un ordre direct. Videz la salle. Si quelqu'un de la famille se présente demain, l'accès leur sera refusé par la sécurité. Vous n'êtes pas tenu de donner des explications. Vous les informerez demain matin, à 8 heures précises, que l'événement ne peut pas avoir lieu sur notre propriété pour des raisons internes incompressibles. Procédez immédiatement au virement de remboursement sur le compte de la mère de la mariée. Madame, ça va être un scandale monumental. La voix de Monsieur Laurent tremblait, réalisant l'ampleur du cataclysme mondain que j'étais en train de déclencher. Le scandale ne nous concerne pas, Monsieur Laurent. Exécutez mes ordres. Et assurez-vous de fermer les portes à double tour ce soir. Bonne nuit. J'ai raccroché. J'ai éteint mon téléphone. Je l'ai posé sur la table de nuit. J'ai marché vers la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville clignoter dans l'obscurité. Le silence n'avait jamais été aussi doux, aussi pur.
C'était le silence avant la dévastation. Elles avaient voulu que je ne fasse plus partie de la famille. Elles allaient découvrir demain matin ce que cela coûtait réellement de m'exclure de l'équation qu'elles n'avaient jamais su résoudre sans moi. Je suis allée me coucher. Et pour la première fois, depuis des mois, depuis l'annonce de ce mariage maudit, j'ai dormi d'un sommeil profond, sans rêve, lourd et réparateur comme celui d'un juge venant de signer l'arrêt de mort d'un tyran. Le soleil s'est levé tôt le lendemain matin. Un samedi clair, limpide, le ciel d'un bleu insolent, parfait pour un mariage de conte de fées. Je me suis réveillée sans alarme, l'esprit clair et aiguisé. J'ai enfilé un peignoir en soie, je suis allée dans la cuisine et j'ai préparé un café avec une lenteur délibérée. Le rituel du matin prenait une dimension sacrée aujourd'hui. J'ai moulu les grains, écoutant le vrombissement de la machine, observant l'eau bouillante traverser le filtre, inhalant l'arôme puissant. J'ai pris ma tasse, je me suis assise sur mon canapé face à la grande baie vitrée et j'ai regardé l'horloge murale. Il était 7h55. Dans 5 minutes, Monsieur Laurent allait décrocher son téléphone. Il allait appeler la suite de l'hôtel de luxe où ma mère et ma sœur se préparaient sûrement déjà, entourées de maquilleuses et de coiffeurs hors de prix. Je pouvais presque visualiser la scène avec une précision terrifiante. Élodie, assise devant le miroir, exigeant la perfection de son entourage, buvant son premier verre de mimosa. Ma mère, virevoltant dans la pièce, aboyant des ordres, gonflée d'importance et de fierté toxique. Je savais que l'appel allait tomber exactement au moment où l'euphorie narcissique serait à son apogée, rendant la chute d'autant plus mortelle. 8h00. La trotteuse a passé la barre fatidique. J'ai bu une gorgée de café, noir, sans sucre. L'amertume glissait sur ma langue, délicieuse. 8h05. J'ai allumé mon téléphone portable de fonction, celui que je réservais pour les affaires, tout en gardant mon téléphone personnel complètement éteint et enfoui au fond d'un tiroir. Je savais que sur mon téléphone personnel, les appels devaient déjà commencer à pleuvoir, une avalanche de panique numérique. J'ai ouvert mon ordinateur, vérifiant les caméras de sécurité extérieure du domaine des Cèdres. L'écran affichait l'entrée majestueuse en fer forgé. Les grilles étaient fermées, verrouillées par d'épaisses chaînes. Devant, 2 agents de sécurité de l'entreprise privée que j'avais engagée se tenaient droits, bras croisés, impassibles. Derrière les grilles, le domaine était vide, silencieux, fantomatique. Les tentes montées pour le vin d'honneur avaient été démontées pendant la nuit. Les fleurs jetées, la perfection de la salle anéantie. Il ne restait plus que l'architecture froide du manoir face au désastre à venir. 8h15. Mon téléphone de fonction a vibré. C'était un message de Monsieur Laurent. « C'est fait, madame. Je l'ai annoncé à la mère. Elle a d'abord cru à une plaisanterie. Quand je lui ai envoyé la preuve du virement de remboursement et la copie de la clause d'annulation, elle a commencé à hurler. J'ai raccroché comme convenu. J'ai souri. Un sourire froid qui n'atteignait pas mes yeux, un étirement mécanique des lèvres. Elle a commencé à hurler. La symphonie commençait. Je pouvais imaginer l'onde de choc se propageant dans la suite de l'hôtel. Le téléphone glissant des mains de ma mère. Le teint parfaitement poudré d'Élodie virant au blanc cadavérique. La confusion, puis le déni absolu. Elles devaient sûrement penser que l'argent réglerait le problème. Elles avaient l'habitude que l'argent, mon argent, règle tous leurs problèmes. Mais le remboursement avait été effectué. La transaction était close. La direction avait coupé les ponts. Elles étaient, à 6h de la cérémonie, un jour de week-end en pleine saison des mariages, avec 200 invités triés sur le volet, un orchestre et des centaines de milliers d'euros de réputation sociale en jeu, jetés à la rue. Sans salle, sans traiteur, sans lieu de réception. Je suis restée assise pendant 2 heures, buvant lentement mon café, observant la danse macabre des nuages par la fenêtre. Vers 10h, j'ai décidé d'allumer mon téléphone personnel. Je voulais voir l'étendue des dégâts. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation et l'appareil a immédiatement vibré avec une intensité alarmante. Il a mis 1 minute entière à charger toutes les notifications.
78 appels en absence, 114 messages vocaux, 200 SMS environ. Les premiers messages d'Élodie, envoyés vers 8h10, étaient teintés de panique pure. « Réponds ! Le domaine vient d'annuler. C'est quoi ce bordel ? Appelle-les, donne-leur plus d'argent, fais quelque chose. » 21 minutes plus tard, l'hystérie avait grimpé d'un cran. « Pourquoi tu réponds pas, putain ? Tu dors ? Ma vie est ruinée. Le traiteur ne répond plus. Ils ont fermé les grilles du domaine. Fais virer le directeur, achète-le, je m'en fous, fais quelque chose. » Les messages de ma mère étaient pires. Ils passaient de la supplication désespérée à la menace violente en l'espace de quelques secondes. « Réponds à ton téléphone, espèce de monstre, c'est de ta faute. Tu as dû rater un paiement. Je vais te détruire si le mariage de ta sœur n'a pas lieu. S'il te plaît, mon bébé, pardonne-moi pour hier soir. On plaisantait. S'il te plaît, utilise tes contacts. Paie-les le double. Thomas est en train de paniquer avec sa famille. Ils veulent tout annuler, sauf ta sœur. » L'ironie de la situation était écrasante. Sauf ta sœur. Utilise tes contacts. La veille encore, j'étais une étrangère qui gâchait la symétrie des photos. Aujourd'hui, j'étais leur dieu. La seule entité capable de retenir le ciel qui leur tombait sur la tête. J'ai lu chaque message avec une fascination clinique, comme un entomologiste observant des insectes se débattre dans un bocal en verre hermétiquement fermé. La détresse psychologique qui transpirait de ces mots tapés frénétiquement était la juste rétribution pour des décennies d'abus silencieux. J'ai écouté l'un des derniers messages vocaux de ma mère. Sa voix n'était plus qu'un croassement guttural, déchiré par les sanglots et la rage. « Les parents de Thomas sont là, ils crient. Thomas pleure. Élodie a déchiré le voile de sa robe. C'est fini. Tout le monde est en train d'être prévenu. Tu es une ordure, tu savais, n'est-ce pas? Tu as fait exprès de ne pas payer pour te venger de nous. Tu n'es qu'une. » J'ai effacé le message avant la fin de l'insulte. L'ignorance était leur bouclier. Elles croyaient que j'avais simplement raté un paiement. Elles n'avaient pas encore assemblé les pièces du puzzle. Elles n'avaient pas compris que la main qui les frappait n'était pas celle du hasard ou d'une erreur administrative, mais la mienne, tenant le contrat d'acquisition du domaine, fermement posé sur mon bureau. Il était temps de porter l'estocade finale, la clarification absolue. Je ne pouvais pas les laisser croire que j'étais simplement incompétente. Je devais m'assurer qu'elles sachent l'exacte vérité de leur anéantissement. J'ai rédigé un unique SMS envoyé en groupe à ma mère et à ma sœur. Le texte devait être chirurgical, froid comme l'acier d'une lame, sans espace pour l'interprétation. Je n'ai raté aucun paiement. J'ai simplement exercé mon droit de propriétaire. J'ai racheté le domaine des Cèdres il y a 3 mois. C'est mon domaine. J'ai moi-même ordonné l'annulation de la réception ce matin. Comme Élodie me l'a si bien rappelé hier soir, je ne fais pas partie de la famille. Je n'avais donc aucune raison de financer ou d'accueillir un événement pour des étrangers sur ma propriété privée. L'argent vous a été remboursé. Ne cherchez plus jamais à me contacter. Mon avocat a déjà les instructions pour toute tentative de harcèlement. J'ai appuyé sur envoyer. Je n'ai pas attendu la réponse. J'ai retiré la carte SIM de mon téléphone personnel, je l'ai cassée en 2 et je l'ai jetée dans la poubelle de la cuisine. Le pont était brûlé. La forteresse était rasée. Le compte était définitivement soldé. Je me suis approchée à nouveau de mon ordinateur pour regarder les caméras de sécurité du domaine. C'est à ce moment-là que j'ai vu la voiture. Une berline noire, luxueuse, s'est arrêtée brutalement devant les grilles verrouillées. 2 silhouettes en sont descendues précipitamment. Même à travers le filtre granuleux de la caméra, je pouvais reconnaître la robe de mariée, immense, encombrante, traînant dans la poussière de l'allée. C'était Élodie. Et ma mère, courant derrière elle, gesticulant frénétiquement en direction des agents de sécurité impassibles. Je me suis penchée sur l'écran, fascinée par le spectacle muet qui se déroulait à des kilomètres de là, dans la solitude absolue de ma victoire. Élodie s'agrippait aux barreaux de fer forgé, secouant les grilles de toutes ses forces, sa couronne de fleurs de travers
son visage tordu dans un masque de rage désespérée. Elle hurlait sur les gardiens, montrait le manoir vide au loin, frappait le métal. Ma mère essayait de soudoyer les agents, fouillant frénétiquement dans son sac à main, brandissant ce qui semblait être des liasses de billets. Les agents, professionnels, reculèrent d'un pas, refusant tout contact, gardant leurs mains croisées dans le dos, murs de pierre infranchissables. Le spectacle était d'une beauté tragique. La princesse narcissique et la reine mère cruelle, enfermées à l'extérieur de leur propre royaume illusoire, frappant à la porte d'un château qui appartenait à l'ombre qu'elles avaient toujours méprisée. L'humiliation publique était totale. Je savais que des invités devaient commencer à arriver dans les hôtels environnants. Je savais que la famille de Thomas, obsédée par la réputation sociale, allait anéantir Élodie pour ce fiasco incompréhensible. Le mariage de l'année s'était transformé en une farce pathétique, une rumeur venimeuse qui allait détruire le nom de ma mère dans la région pour les décennies à venir. Je suis restée devant l'écran, à les regarder se débattre pendant une demi-heure, jusqu'à ce qu'Élodie s'effondre sur le sol poussiéreux, sa robe ruinée étalée autour d'elle comme une flaque de lait caillé, le visage enfoui dans ses mains. Ma mère se tenait au-dessus d'elle, défaite, le regard perdu vers le manoir lointain, réalisant enfin l'étendue de sa ruine. Elles avaient tout perdu en un seul SMS, envoyé par pure vanité la veille au soir. Je me suis levée, j'ai fermé l'ordinateur portable d'un geste sec, plongeant l'écran dans le noir. La pièce est redevenue silencieuse. Le poids invisible que j'avais porté sur mes épaules toute ma vie, l'ombre étouffante de leur mépris, s'était volatilisé. J'ai pris une grande inspiration, emplissant mes poumons de l'air frais de mon appartement. Je me sentais légère, intouchable, libre. J'avais détruit leur monde avec la même politesse mortelle qu'elles avaient utilisée pour détruire mon enfance. L'équation était enfin équilibrée. Les heures qui suivirent furent une symphonie de destruction sociale, un chef-d'œuvre de désintégration mondaine que j'observais avec la délectation froide d'un architecte admirant la démolition contrôlée d'un bâtiment insalubre. J'étais confortablement installée dans le cuir moelleux de mon fauteuil de bureau, un deuxième café fumant posé à portée de main, les yeux rivés sur les multiples flux vidéo en direct provenant des caméras de sécurité du domaine des Cèdres. Le silence de mon appartement contrastait violemment avec le chaos muet qui se déroulait sur mes écrans. Ce qui avait commencé comme une crise intime, confinée dans les murs d'une suite d'hôtels, était sur le point de muter en un scandale public aux proportions bibliques. Il était environ 11h30 lorsque les premières berlines de luxe commencèrent à faire leur apparition sur le chemin de gravier immaculé menant au domaine. C'étaient les invités de la famille de Thomas, la haute bourgeoisie locale, ceux qui n'avaient jamais connu l'odeur du refus ou le goût amer d'une porte close. Ils arrivaient tôt, s'attendant à flâner dans les jardins à la française, avec une coupe de champagne de bienvenue avant la cérémonie. À la place, ils furent accueillis par l'imposante grille en fer forgé, fermée à double tour, et par le visage de marbre de mes deux agents de sécurité. À travers l'écran, la pantomime était fascinante de pathétisme. Je pouvais voir les chauffeurs en livrée descendre de leurs véhicules rutilants, s'approcher des agents avec une assurance arrogante, s'attendant à ce que les portes s'ouvrent magiquement sur simple présentation d'un nom de famille prestigieux. Je voyais les bouches s'ouvrir, les sourcils se froncer de confusion, puis de colère, lorsque les agents secouèrent la tête d'un mouvement lent et définitif. Les chauffeurs retournaient vers les vitres teintées des berlines pour faire leur rapport. Bientôt, les passagers eux-mêmes commençaient à sortir. Des femmes engoncées dans des robes de créateurs aux couleurs pastel, des hommes arborant des costumes sur mesure et des montres valant le prix d'un appartement. Ils s'agglutinaient devant les grilles, comme des insectes dorés piégés contre une vitre. L'incompréhension cédait rapidement la place à l'indignation. C'était la pire offense imaginable pour cette classe sociale. L'inconfort public, l'imprévu vulgaire. La rumeur commença à se propager d'une voiture à l'autre. Des téléphones portables furent sortis
Des numéros composés avec frénésie. Ils essayaient tous de joindre la famille des mariés. Je savais, pour avoir étudié les contrats téléphoniques de ma mère, des factures que je réglais depuis 5 ans, que son téléphone devait être sur le point de fondre sous l'avalanche d'appels. Vers midi, la situation atteignit un point de rupture critique. Une lourde Mercedes noire, reconnaissable entre mille, se fraya un chemin agressif à travers la file de voitures immobilisées. C'était le véhicule des parents de Thomas. La portière arrière s'ouvrit à la volée et la mère de Thomas en émergea. C'était une femme dont la réputation de snobisme glacial précédait l'ombre. Elle portait un tailleur Chanel d'un bleu nuit austère, son visage figé dans une expression de fureur aristocratique. Elle marcha d'un pas militaire vers les grilles, ignorant superbement les autres invités qui l'observaient en chuchotant. Je me penchai plus près de mon moniteur, ajustant la netteté de l'image. Même sans le son, la violence de son langage corporel était assourdissante. Elle invectivait mes agents de sécurité, pointant un doigt tremblant de rage vers le manoir vide au loin. Les agents, fidèles à mes consignes strictes, restèrent impassibles, lui tendant simplement une petite carte imprimée à la hâte par Monsieur Laurent le matin même. La carte contenait un message laconique, validé par mon département juridique. L'événement privé prévu ce jour a été annulé par décision irrévocable de la direction du domaine des Cèdres. Pour toute réclamation, veuillez vous adresser aux organisateurs initiaux. La direction décline toute responsabilité et exige la libération immédiate de la voie d'accès privé. Je vis la mère de Thomas lire la carte. Son visage, d'ordinaire si soigneusement contrôlé par le botox et le mépris, se décomposa littéralement. Le rouge de la colère céda la place à la pâleur cadavérique de l'humiliation absolue. Elle venait de comprendre. Il n'y avait pas d'erreur technique. Il n'y avait pas de retard de traiteur. La réception était annulée. Elle se tourna vers la foule d'invités qui la regardaient avec une curiosité morbide. En une fraction de seconde, le vernis de respectabilité de 2 familles venait de voler en éclats. C'est à cet instant précis que ma mère et Élodie firent leur retour pitoyable sur la scène de leur propre exécution. Leur voiture de location, qui avait probablement erré dans les environs dans l'espoir absurde d'un miracle, s'arrêta brusquement en bordure de route, incapable d'approcher à cause de l'embouteillage de véhicules de luxe. Ma mère s'extirpa de la voiture en courant, suivie par Élodie, dont la robe de mariée, autrefois d'un blanc nacré immaculé, était désormais souillée de taches de boue et de sueur, le corsage froissé, le voile déchiré pendouillant lamentablement. La confrontation qui s'ensuivit sur le chemin de gravier fut un carnage psychologique que je n'aurais jamais pu scénariser avec autant de perfection. La mère de Thomas fondit sur ma mère comme un oiseau de proie sur une charogne. Je voyais les mâchoires se crisper, les crachats voler au rythme des insultes hurlées à la face de ma mère. La bourgeoisie, lorsqu'elle est poussée dans ses retranchements publics, perd toute notion de bienséance. La mère de Thomas exigeait des explications. Elle exigeait de savoir comment une famille, aussi pathétique et désargentée, avait osé humilier la sienne devant le Gotha régional. Ma mère, pour la première fois de sa vie, n'avait pas de réponse préparée. Elle n'avait pas de mensonge suffisamment vaste pour couvrir la réalité du désastre. Son mécanisme de défense habituel, blâmer quelqu'un d'autre avec assurance, était brisé par l'absence totale de la coupable idéale. Moi. Elle pleurait, gesticulait, joignait les mains dans une posture de supplication pathétique, tentant désespérément de justifier l'injustifiable. Élodie, quant à elle, s'était recroquevillée contre la carrosserie de leur voiture, secouée de sanglots hystériques, le maquillage coulant sur ses joues dans des sillons noirs grotesques. La princesse couronnée de la famille était réduite à l'état de mendiante échevelée devant sa cour horrifiée. La frappe légale, l'illusion détruite. La panique narcissique de ma mère, voyant son monde social s'effondrer devant la famille de son futur gendre, déclencha chez elle une réaction prévisible, mais fatale. Dans un acte de désespoir absolu, incapable d'accepter sa propre impuissance, elle sortit son téléphone et composa le numéro des urgences. Elle appelait la police. 21 minutes plus tard, alors que la foule d'invités commençait enfin à se disperser dans une cacophonie de moteurs vrombissants et de murmures scandalisés,
un véhicule de la gendarmerie nationale s'arrêta devant le domaine, gyrophare allumé. 2 gendarmes en sortirent, l'air blasé par ce qui semblait être un litige de voisinage dominical. Ma mère se précipita vers eux, s'agrippant presque à leurs uniformes. Je pouvais deviner ses paroles. Vol, fraude, rupture de contrat illégal, escroquerie. Elle désignait le domaine, exigeait qu'on arrête les agents de sécurité, qu'on ouvre les portes par la force, qu'on sauve son événement volé. C'était le moment que mon avocat, maître Delcroix, attendait. J'avais prévu cette manœuvre. Les personnalités toxiques, lorsqu'elles sont acculées, font toujours appel à l'autorité supérieure pour valider leur victimisation artificielle. Mais dans le monde réel, l'autorité supérieure ne répond pas aux larmes. Elle répond aux documents signés. J'avais donné des instructions claires à la société de sécurité. Le chef d'équipe, un ancien militaire imposant, s'avança calmement vers les gendarmes. Il ne haussa pas le ton. Il ne se laissa pas déstabiliser par les hurlements de ma mère en arrière-plan. Il sortit simplement un épais dossier cartonné de l'intérieur de sa veste et le tendit à l'officier le plus gradé. Je connaissais le contenu de ce dossier par cœur. Il comprenait la copie de l'acte de vente notarié, prouvant que la société holding dont j'étais la seule actionnaire était l'unique propriétaire du domaine des Cèdres. Il comprenait la copie du contrat de prestation signé aveuglément par Élodie, avec la clause d'annulation unilatérale surlignée au marqueur jaune fluorescent. Et surtout, il comprenait la preuve irréfutable du virement bancaire effectué le matin même sur le compte de ma mère, remboursant la totalité des sommes engagées pour la location, au centime près. Je regardais le gendarme lire les documents. Son expression blasée se transforma en une compréhension professionnelle et froide. Il leva les yeux vers ma mère, puis vers le chef de la sécurité, et lui rendit le dossier en hochant la tête. Le litige était clos avant même d'avoir commencé. Il n'y avait aucun crime. Il n'y avait aucune escroquerie. Il y avait simplement l'application stricte et brutale du droit privé. Le gendarme se tourna ensuite vers ma mère. Bien que je ne pusse entendre ses mots, son attitude était explicite. Il lui intimait l'ordre de se calmer, de cesser ses accusations infondées, et surtout, de quitter immédiatement les abords d'une propriété privée, sous peine de poursuite pour tapage et entrave. La caméra de sécurité zooma lentement sur le visage de ma mère à cet instant précis. Ce fut un moment d'une clarté psychologique foudroyante. Le masque se fissura complètement. Toute l'arrogance, toute la certitude de son propre bon droit, toute la manipulation émotionnelle dont elle avait usé toute sa vie s'écrasait contre le mur de béton armé de la loi. Elle ne pouvait pas manipuler un contrat notarié avec des larmes de crocodile. Elle ne pouvait pas faire culpabiliser un gendarme avec des soupirs de mère martyre. Elle était nue, exposée, vaincue. Elle recula de 2 pas, chancelante, comme si elle venait de recevoir un coup physique à l'estomac. Elle regarda l'immense façade du manoir, silencieuse et moqueuse derrière les grilles. Puis, elle regarda Élodie, qui sanglotait toujours par terre, abandonnée de tous. Thomas, le futur marié, n'était même pas là. Il avait probablement fui avec ses parents, incapable de supporter la honte écrasante de s'être fiancé à une famille qui, à leurs yeux, s'apparentait désormais à une bande de mendiants dysfonctionnels. La gendarmerie repartit. Les derniers invités disparurent. Le chemin de gravier se vida. Il ne resta plus que la voiture de location de ma mère, garée de travers sur le bas-côté, et 2 silhouettes brisées au milieu de la poussière. L'autopsie du désastre. La chute financière. Mais la vengeance, pour être totale, ne devait pas se limiter à l'humiliation sociale. L'humiliation s'efface avec le temps. La douleur financière, elle, laisse des cicatrices qui brûlent à chaque fin de mois. J'avais passé la dernière décennie à observer les habitudes financières suicidaires de ma mère. Elle vivait bien au-dessus de ses moyens pour maintenir l'illusion d'une grandeur passée, s'endettant lourdement pour offrir à Élodie le style de vie d'une héritière qu'elle n'était pas. Ce mariage devait être l'apogée de sa stratégie d'investissement toxique, marier Élodie à un homme riche pour éponger les dettes et garantir ses propres vieux jours. En annulant le mariage,
Je n'avais pas seulement détruit un événement social, j'avais dynamité le pilier central de toute leur économie. Le remboursement intégral de la salle de réception que je leur avais renvoyée était une goutte d'eau dans un océan de dettes. J'avais payé les prestataires principaux sous couvert d'anonymat, le traiteur, les fleuristes, la décoration. Mais ma mère, ivre de folie des grandeurs, avait elle-même contracté des crédits à la consommation astronomique pour les à côté. La robe de mariée sur mesure d'Élodie, les tenues des demoiselles d'honneur, les alliances incrustées de diamants, la lune de miel hors de prix aux Maldives payée d'avance, sans assurance annulation, et d'innombrables petites folies censées impressionner la belle famille. Vers 14 heures, alors que l'heure théorique de la cérémonie venait de s'écouler dans le silence mortuaire de mon appartement, mon ordinateur émit un léger tintement. C'était un courriel de mon détective privé financier, un homme discret que j'employais occasionnellement pour vérifier la solvabilité des entreprises avant un rachat. Je lui avais demandé, quelques semaines auparavant, de jeter un coup d'œil discret sur la situation bancaire de ma mère. Le rapport qu'il venait de m'envoyer était un chef-d'œuvre de désastre comptable. Les comptes bancaires de ma mère étaient non seulement à sec, mais ils saignaient abondamment. Les lignes de crédit étaient saturées. Les échéances de prêt pour la maison familiale, dont elle ne payait plus que les intérêts depuis des années, étaient sur le point de passer en défaut de paiement. La seule raison pour laquelle la banque n'avait pas encore enclenché la saisie immobilière était la promesse du mariage imminent avec un membre de la famille de Thomas, un nom respecté par les banquiers locaux. En détruisant ce mariage, j'avais détruit leur unique filet de sécurité. Le couperet financier allait tomber dans les semaines à venir avec la brutalité d'une guillotine. Je souris en lisant le tableau d'amortissement de ces dettes. Elles avaient voulu me traiter de banquière, m'utilisant comme un distributeur automatique sans âme. L'ironie était succulente. La banquière venait de fermer l'agence et la faillite était désormais leur seul horizon. Le téléphone de mon bureau sonna soudainement. Je tressaillis légèrement, arraché à ma transe calculatrice. C'était le numéro de Maître Delcroix, mon avocat. Je décrochai immédiatement. « Oui, maître, dis-je, la voix posée. « Bonjour, madame, répondit la voix grave et formelle de l'avocat à l'autre bout du fil. Je me permets de vous déranger ce samedi car la situation évolue rapidement. J'ai reçu un appel il y a 10 minutes. De qui? D'un confrère, l'avocat de la famille de Thomas, le fiancé de votre sœur. Je me redressai dans mon fauteuil, soudainement très attentive. Je vous écoute. Il semblerait que le fiancé souhaite rompre officiellement les fiançailles, expliqua Maître Delcroix avec un professionnalisme clinique qui masquait à peine l'aspect théâtral de la situation. La famille de Thomas considère les événements de ce matin comme un préjudice moral inacceptable. Ils ont découvert l'annulation aux portes de votre domaine. De plus, ils semblent avoir profité du chaos pour enquêter rapidement sur la situation réelle de la mère de la mariée. « Et qu'ont-ils découvert » demandai-je, bien que je connusse déjà la réponse. Que la situation financière qu'on leur avait présentée était une fraude complète. Ils ont appris que l'intégralité de la réception avait été financée par vous, et non par les économies de la mère de la mariée, comme on leur avait fait croire. Ils se sentent trahis, humiliés publiquement, et ont immédiatement exigé l'annulation de la promesse de mariage. Le fiancé a même quitté la ville avec ses parents cet après-midi. Un silence épais s'installa dans mon bureau. La victoire était si totale, si écrasante, qu'elle laissait un vide presque vertigineux derrière elle. Élodie n'avait pas seulement perdu sa fête. Elle venait de perdre le mari, le statut, l'argent, l'avenir tout entier qu'elle s'était construit sur un mensonge. Et pourquoi l'avocat de la belle famille vous appelle-t-il, vous, Maître Delcroix, demandai-je, l'esprit en ébullition pour anticiper le prochain coup. Parce qu'ils veulent s'assurer qu'aucune information supplémentaire sur ce fiasco ne fuira dans la presse locale ou dans les cercles mondains, répondit-il sèchement. Ils savent que vous êtes la propriétaire du domaine et la véritable architecte de cette annulation. Ils veulent un accord de non-divulgation. En échange de votre silence sur l'incident d'aujourd'hui et sur les mensonges de la famille de votre sœur, ils s'engagent à ne pas poursuivre votre sœur pour la restitution des cadeaux de fiançailles ou des frais annexes. Je me levai de mon fauteuil et marchai jusqu'à la grande baie vitrée.
Dehors, la ville continuait de vivre, inconsciente du cataclysme miniature qui venait d'anéantir 2 vies. Dites-leur que j'accepte l'accord, dis-je finalement, la voix glaciale. Rédigez les documents. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette famille de bourgeois vaniteux. Ni d'eux, ni de ma mère, ni de ma sœur. Très bien, madame. Je m'en occupe dès lundi. Une dernière chose, maître. Oui? Contactez le traiteur et les fleuristes qui ont dû remballer ce matin. Les factures sont déjà payées. Mais je veux que toute la nourriture et les arrangements floraux soient immédiatement donnés à la grande banque alimentaire de la ville et aux hôpitaux pour enfants de la région. Faites-le en mon nom personnel, pas au nom de la société. Et assurez-vous que la presse locale couvre cette donation. C'est noté, madame. Ce sera un excellent coup de relations publiques. Je raccrochai. Ce n'était pas seulement une question de relations publiques. C'était le dernier clou dans le cercueil psychologique de ma famille. Lundi matin, lorsqu'elles ouvriraient le journal local pour chercher, terrifiées, un écho de leur humiliation, elles ne trouveraient pas un scandale mondain sur leur mariage annulé. Elles trouveraient une photo de montagnes de nourriture luxueuse et de milliers de roses blanches, celle-là même qu'Élodie avait passé des heures à choisir avec une arrogance cruelle, redistribuée aux plus démunis. Et en dessous, en lettres capitales, le nom de la bienfaitrice. Mon nom. Le nom de la sœur exclu, rayonnant de générosité, effaçant de l'histoire jusqu'au souvenir même de l'existence d'Élodie. La boucle était bouclée. La symétrie était parfaite. Je retournai dans ma cuisine, pris une bouteille de vin rouge hors de prix que j'avais acheté des mois auparavant pour célébrer ma propre indépendance, et m'en servis un verre. Je levai le cristal vers la lumière déclinante du soleil, admirant la couleur rubis du liquide, à la famille que je n'avais jamais eue, et à la vie extraordinaire que j'allais construire sur les ruines de leur mépris. Le reste du week-end s'écoula dans une immobilité ouatée, une tranquillité presque irréelle qui tranchait avec les décennies de tumulte émotionnel que j'avais enduré. Dimanche matin, la pluie commença à tomber sur la ville. Un crachin fin, persistant, qui lavait les rues et semblait purifier l'air de toute la toxicité accumulée. Je restai de longues heures au lit, écoutant le clapotis régulier des gouttes contre la baie vitrée. Pour la première fois depuis mon enfance, je ne ressentais aucune urgence, aucune boule d'angoisse au creux de l'estomac, aucune anticipation d'une crise imminente. Le silence de mon téléphone, définitivement purgé de sa carte SIM personnelle, était la plus belle des symphonies. Je flottais dans un espace nouveau, un vide vertigineux mais immensément libérateur. L'anxiété chronique qui m'avait servi de compagne de route, me maintenant dans un état de vigilance perpétuelle face aux humeurs changeantes de ma mère et aux caprices destructeurs d'Élodie, s'était évaporée. L'absence de la douleur, lorsqu'elle a été votre réalité quotidienne pendant 30 ans, ressemble à s'y méprendre à une renaissance physique. Je passais la journée à lire, à écouter du jazz instrumental et à savourer la solitude de mon appartement qui n'était plus un refuge contre la tempête, mais un royaume dont j'étais la souveraine incontestée. J'avais coupé le cordon non pas avec des ciseaux, mais avec un scalpel chirurgical, cautérisant la plaie avec la brûlure du droit et de la finance. Lundi matin, le monde reprit son cours normal, indifférent à la tragédie microscopique qui avait anéanti ma famille biologique. Je me réveillai à 6 heures, accomplis ma routine matinale avec une précision militaire et descendis dans le hall de mon immeuble de haut standing pour récupérer mon courrier et le journal local que j'avais fait livrer expressément pour ce jour précis. Le gardien me salua avec sa déférence habituelle. L'air était vif, purifié par la pluie de la veille. Je remontai dans mon appartement, posai le journal sur le marbre froid de l'îlot de la cuisine et me préparai un espresso. C'est avec une lenteur délibérée, savourant chaque seconde de l'anticipation, que je dépliai le quotidien régional. Je n'eus pas à chercher longtemps. En page 3, dans la section dédiée aux initiatives locales et à la solidarité, une grande photographie occupait la moitié de l'espace. L'image montrait les immenses arches florales de roses blanches et d'orchidées rares, celles qu'Élodie avait exigées pour la cérémonie, désormais installées dans le hall d'accueil de l'hôpital pédiatrique de la région. Autour des fleurs,
des chariots débordant de plateaux de petits fours, de pièces montées, de viande froide raffinée et de corbeilles de fruits exotiques étaient distribués par des bénévoles souriants aux familles des enfants malades et au personnel soignant. Le titre de l'article, imprimé en caractères gras, était une poésie cruelle et magnifique. Un festin providentiel pour nos héros silencieux, grâce aux dons anonymes mais majestueux de la holding immobilière propriétaire du domaine des Cèdres. Le journaliste avait fait son travail. Il relatait comment, suite à l'annulation de dernière minute d'un événement mondain pour des raisons internes, la direction de la holding, sous l'impulsion de sa présidente directrice générale, avait pris la décision immédiate de ne rien gaspiller de ce banquet somptueux chiffré à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le nom de ma société holding était mentionné 2 fois. Mon nom de famille, celui que je partageais hélas avec les 2 parasites, figurait en toutes lettres en tant que dirigeante de cette structure philanthropique. L'article se concluait sur une citation du directeur de la banque alimentaire locale, les larmes aux yeux, remerciant cette générosité inattendue qui allait permettre de nourrir des centaines de personnes en situation de précarité pendant toute la semaine. Je lus l'article 2 fois, laissant chaque mot s'imprimer dans ma conscience. C'était le chef-d'œuvre final de ma vengeance psychologique. Je savais que ma mère, obnubilée par les apparences et terrifiée par les rumeurs mondaines, achèterait le journal ce matin-là, dès l'ouverture du kiosque, priant pour que le fiasco de samedi n'y soit pas relaté dans la rubrique des scandales. À la place, elle allait tomber sur cette page. Elle allait voir la nourriture qu'elle avait commandée avec arrogance, les fleurs qu'elle avait choisies pour humilier ses propres amis par étalage de richesses, redistribuées à ceux qu'elle considérait comme la lie de la société. Et pire que tout, elle allait voir que cet acte de charité, encensé par la ville entière, portait la signature de la fille qu'elle avait traitée comme un déchet. Elle comprendrait l'ampleur de ma puissance financière et de mon intouchabilité sociale. Je n'avais pas seulement ruiné leur fête, j'avais transformé leur humiliation en un triomphe de relations publiques pour ma propre entreprise. Je repliai le journal avec un sourire glacial. La journée de travail pouvait commencer. Je revêtis l'un de mes costumes sur mesure les plus sévères, un tailleur-pantalon gris anthracite qui épousait mes épaules comme une armure, chaussai mes escarpins noirs et pris la direction de mon bureau. L'édifice de verre et d'acier qui abritait le siège de ma société d'investissement se dressait comme une forteresse moderne au cœur du quartier des affaires. C'était un sanctuaire conçu pour l'efficacité, un écosystème stérile où les émotions n'avaient pas cours, où seul le flux ininterrompu des capitaux, des données et des contrats dictait la loi. J'aimais ce bâtiment. Ses lignes pures, sa froideur monumentale, la sécurité biométrique qui en filtrait les accès. C'était un monde où les larmes de crocodile n'avaient aucune valeur monétaire, où les manipulations affectives se brisaient contre des clauses de confidentialité blindées. En franchissant les portes tournantes monumentales, je sentis le regard respectueux de mes employés glisser sur moi. J'étais la patronne, la fondatrice, l'entité décisionnelle suprême. Je pris l'ascenseur privé jusqu'au 30e étage, celui de la direction générale, là où le silence était épais comme du velours. La matinée se déroula au rythme frénétique des fusions-acquisitions, des analyses de marché et des conférences téléphoniques internationales. Mon esprit était une lame affûtée, compartimentant les tâches avec une facilité déconcertante. Le drame du week-end semblait appartenir à une autre vie, à une dimension parallèle avec laquelle je n'avais plus aucun point de contact. Cependant, l'univers a une tendance fâcheuse à tester la solidité des murs que nous érigeons. Il était environ 14h30, alors que je terminais d'examiner un rapport d'audit complexe, que mon interphone personnel, une ligne directe et sécurisée, réservée uniquement à mon assistante exécutive et au chef de la sécurité de la tour, se mit à clignoter d'une lumière rouge silencieuse. J'appuyai sur le bouton, gardant les yeux fixés sur les colonnes de chiffres de mon écran. « Oui, Clara », dis-je, m'attendant à une modification de mon emploi du temps ou à l'arrivée d'un client important. « Madame, je suis sincèrement désolée de vous interrompre », commença la voix de Clara, mon assistante, teintée d'une urgence professionnelle et d'une légère gêne.
Le chef de la sécurité du hall d'accueil vient de m'appeler sur la ligne prioritaire. Il y a un incident en cours au rez-de-chaussée. Je m'arrêtais d'écrire. Un incident? De quelle nature? Deux femmes tentent de forcer le passage au portique de sécurité, expliqua Clara, sa voix baissant d'un ton, comme si elle craignait d'être entendue, même sur cette ligne sécurisée. Elles exigent de vous voir immédiatement. Elles ne possèdent ni badge visiteur ni rendez-vous dans notre système. La plus âgée prétend être votre mère. Elle fait un scandale terrible. Elle menace les agents. Elle hurle que c'est une question de vie ou de mort familiale. La plus jeune semble en état de choc. Elle pleure de manière hystérique dans le hall. Les agents de sécurité demandent des instructions. Doivent-ils appeler les forces de l'ordre pour trouble à l'ordre public ou acceptez-vous de descendre? Un long silence s'abattit dans mon bureau. Je fermai lentement les yeux, laissant la réalité de la situation s'infiltrer dans mon esprit. Elles étaient venues. Bien sûr qu'elles étaient venues. Telles des sangsues privées de leur hôte, elles cherchaient par tous les moyens à rétablir le contact sanguin. Après avoir été bloquées numériquement, ignorées par la gendarmerie, humiliées par la belle famille et écrasées par le poids de leurs dettes, elles n'avaient plus d'autre choix que l'assaut frontal. Elles espéraient que la pression sociale de mon environnement professionnel, la honte d'un scandale devant mes employés, me forcerait à céder, à ouvrir une porte, à négocier. Elles me prenaient encore pour la petite fille terrorisée par le jugement public, celle qui se cachait dans les placards pour ne pas déranger. Elles ne comprenaient pas que l'enfant était morte et que la femme qui la remplaçait n'éprouvait plus la moindre honte, seulement un profond et glacial mépris. « Clara ?» dis-je finalement, ma voix résonnant avec la froideur d'un couperet d'acier. « Transférez-moi le flux des caméras de sécurité du hall d'accueil numéro 1 sur mon deuxième écran, immédiatement. » « Bien, madame, c'est fait. » L'écran latéral de mon bureau s'anima, remplaçant les graphiques boursiers par la vue en plongée de la vaste réception de mon immeuble. Le sol en marbre blanc immaculé brillait sous les puissants projecteurs halogènes. Au centre du champ de vision, devant la barrière de verre blindée des portiques de sécurité, se jouait une scène pathétique qui jurait avec l'élégance minimaliste des lieux. Ma mère, vêtue d'un tailleur froissé qui témoignait d'une nuit sans sommeil, pointait un doigt accusateur vers le torse massif de l'un des gardes. Son visage, habituellement figé dans un masque de suffisance hautaine, était rouge de fureur, ses cheveux défaits. Je pouvais deviner la violence de ses propos à la contraction de ses mâchoires et au postillon qui accompagnait ses mots. À quelques mètres derrière elle, affalée sur l'un des canapés en cuir design destinés à l'attente des clients de prestige, se trouvait Élodie. Elle portait de grandes lunettes de soleil noir pour masquer ses yeux rougis, les épaules secouées de spasmes, tenant un mouchoir en papier froissé. Elle avait l'air minuscule, perdue, privée de l'adoration qui constituait sa seule nourriture spirituelle. Des employés en costume passaient au loin, jetant des regards obliques et gênés vers ce spectacle dégradant, pressant le pas pour s'éloigner de cette zone de turbulence émotionnelle. J'observais cette scène pendant 2 minutes pleines. Le contraste entre leur hystérie désordonnée et la géométrie parfaite de mon environnement professionnel était saisissant. C'était la métaphore visuelle de toute notre existence. Elles étaient le chaos, la destruction, la dévoration. J'étais l'ordre, la construction, l'imperméabilité. « Clara ?» repris-je sur l'interphone. « Oui, madame, je suis toujours là. » Appelez le poste de commandement de la sécurité au rez-de-chaussée. Dites au chef d'équipe que je refuse formellement de les recevoir. Elles sont considérées comme des intruses hostiles. Il n'y a aucune négociation possible. Je veux qu'elles soient expulsées du bâtiment dans les 3 minutes qui suivent. Très bien, madame. Dois-je lui dire d'employer la force si nécessaire ou d'appeler la police? Attendez, l'interrompis-je. Une nouvelle idée fulgurante traversant mon esprit. Une idée née de la pure stratégie juridique, celle qui transforme une simple humiliation en une exécution légale définitive. Où en est maître Delcroix avec le dossier que je lui ai demandé de préparer ce matin à la 1re heure? Le coursier du cabinet de maître Delcroix est arrivé il y a 10 minutes, madame. Il attend dans la salle d'attente du 29e étage avec les documents originaux que vous deviez viser.
Le timing était d'une perfection divine. J'avais mandaté mon avocat aux aurores pour finaliser le coup de grâce de mon plan. Dites au coursier de descendre immédiatement au rez-de-chaussée. Dites au chef de la sécurité de retenir ces deux femmes le temps qu'il arrive, sans utiliser la violence, juste en bloquant les issues. Le coursier a un pli très spécifique à leur remettre en main propre. Une fois que ce sera fait, les agents de sécurité les escorteront fermement vers la sortie et leurs visages seront ajoutés à la liste noire biométrique du bâtiment pour interdiction définitive d'accès. Entendu, madame. J'exécute. Je me calai au fond de mon fauteuil, les mains croisées sous le menton, les yeux rivés sur l'écran de surveillance. La pantomime en bas prit une nouvelle tournure. Je vis le chef de la sécurité, après avoir reçu l'appel de mon assistante, s'approcher de ma mère avec une stature de mur inébranlable. Il lui parla calmement, les bras croisés, repoussant physiquement ses tentatives d'avancer vers les portiques. Ma mère sembla interpréter ce délai comme une victoire, comme le signe que j'allais enfin descendre affronter son courroux. Elle cessa de hurler, croisa les bras à son tour, affichant un rictus de triomphe hautain, l'air de dire « Je savais bien que tu n'oserais pas me défier publiquement ». Élodie, sentant le changement d'atmosphère, se redressa légèrement sur le canapé, retirant ses lunettes de soleil, espérant sans doute que la grande sœur prodigue allait apparaître pour régler leurs problèmes d'un claquement de doigts, comme elle l'avait toujours fait dans le passé. La réalité allait les frapper avec la violence d'un train de marchandises. Les portes de l'ascenseur de service s'ouvrirent dans le hall. Un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume terne, portant une mallette en cuir usé, s'avança d'un pas mesuré. C'était un clerc d'huissier, l'instrument humain de la justice implacable. Il s'approcha du groupe, échangea un regard complice avec le chef de la sécurité qui lui désigna ma mère d'un signe de tête. L'huissier s'arrêta devant elle, ouvrit sa mallette, en sortit une épaisse enveloppe cartonnée scellée et demanda solennellement son identité. Même à travers le filtre de la caméra silencieuse, je pus voir la confusion s'emparer du visage de ma mère. Le rictus de triomphe s'effaça, remplacé par une méfiance animale. Elle hocha la tête, confirmant son nom avec une hésitation palpable. L'huissier lui tendit l'enveloppe, lui fit signer un registre électronique prouvant la remise en main propre, puis pivota sur les talons et disparut aussi discrètement qu'il était arrivé. Le chef de la sécurité fit alors un geste de la main et deux autres agents s'approchèrent, encadrant ma mère et Élodie, leur indiquant fermement la porte de sortie tournante. Le temps de l'attente était terminé. L'expulsion commençait. Ma mère ne lutta pas contre les agents. Son attention était entièrement captivée par l'enveloppe lourde qu'elle tenait entre ses mains tremblantes. Elle ne pouvait s'empêcher de l'ouvrir immédiatement, déchirant le carton fort avec une précipitation fiévreuse. Elle se tenait juste devant la grande façade vitrée de l'immeuble, sous la lumière blafarde de cette après-midi pluvieuse, refusant d'avancer plus loin sur le trottoir, tant qu'elle n'avait pas lu le contenu. Élodie s'était approchée d'elle, lisant par-dessus son épaule. J'aurais donné une fortune pour pouvoir entendre le son de leur respiration se couper, pour entendre le gémissement de désespoir absolu qui devait s'échapper de leur gorge à cet instant précis. Car le contenu de cette enveloppe n'était pas une simple mise en demeure ou une ordonnance de restriction classique. C'était le testament financier de leur destruction. Le dossier contenait deux éléments distincts, orchestrés par Maître Delcroix, avec une brutalité légale sans faille. Le premier document était une notification officielle d'interdiction de contact et de harcèlement, assortie d'une plainte préventive déposée auprès du procureur de la République pour extorsion de fonds et harcèlement moral, avec un dossier de preuves annexé comprenant les messages vocaux hystériques et menaçants de la veille. C'était le mur juridique infranchissable qui garantissait que si l'une ou l'autre tentait de m'approcher à moins de 100 mètres, de me contacter par n'importe quel moyen de communication ou de se présenter à nouveau à mon domicile ou à mon bureau. Elle serait immédiatement placée en garde à vue. Mais c'était le deuxième document qui constituait l'anéantissement total. Des années passées à observer le déclin financier de ma mère m'avaient appris que sa plus grande vulnérabilité n'était pas son ego, mais le toit au-dessus de sa tête. La maison familiale
Cette grande bâtisse bourgeoise décrépite, dans laquelle Élodie et elle paradaient, était hypothéquée jusqu'à la moelle. Je savais, grâce à mon détective privé, que la banque, lassée des retards de paiement chroniques, avait discrètement mis en vente la créance douteuse de ma mère sur un marché secondaire pour assainir son propre bilan. C'est une pratique courante dans le monde impitoyable de la finance institutionnelle. Les banques vendent les dettes toxiques à des fonds vautours pour une fraction de leur prix, et ces fonds se chargent ensuite de saisir les biens impitoyablement. Ce que ma mère ignorait, et ce que le document de l'huissier lui révélait dans un jargon juridique d'une froideur cadavérique, c'est que le fonds vautour, qui avait racheté l'intégralité de sa dette hypothécaire, n'était autre qu'une de mes propres filiales d'investissement offshore. J'avais racheté sa dette 2 semaines avant le mariage, préparant ce plan de contingence avec la méticulosité d'un général préparant un siège à mort. Le document n'était pas une demande de paiement, c'était une notification de déchéance du terme. Constatant les multiples défauts de paiement accumulés sur les 12 derniers mois, la société créancière, ma société, exigeait le remboursement immédiat et intégral du capital restant dû, faute de quoi la procédure de saisie immobilière et de vente aux enchères de la maison familiale serait déclenchée sous 30 jours, sans aucune possibilité de recours ou de restructuration amiable. Je regardais ma mère s'effondrer psychologiquement, en direct. Ses genoux semblèrent céder sous elle. Elle dut s'appuyer contre la vitre froide du bâtiment pour ne pas tomber sur le trottoir mouillé. Les feuilles du contrat échappèrent de ses mains, s'éparpillant sur le sol détrempé. Élodie se recula d'un pas, les mains plaquées sur la bouche, les yeux écarquillés par l'horreur pure. En l'espace de 48 heures, elles étaient passées de la perspective d'un mariage prestigieux dans un manoir du XVIIIe siècle à l'expulsion de leur propre maison, acculées à la ruine absolue, avec des dettes colossales et un avis de saisie émis par la fille même qu'elles avaient rayé de la famille d'un simple SMS. La symétrie était écrasante. « Tu ne fais pas partie de la famille », m'avait écrit Élodie. Le message était clair. Je n'avais pas ma place dans leur monde idéalisé. Désormais, elles n'avaient plus de place dans le monde réel. L'illusion était brisée. Elles étaient ruinées, isolées, sans ressources et sur le point de se retrouver à la rue. Et la clé de leur survie, la seule personne qui aurait pu effacer d'un trait de stylo cet avis de saisie, les regardait d'en haut, depuis le 30e étage d'une tour de verre, avec le cœur sec et l'âme enfin en paix. Les agents de sécurité, impassibles, s'avancèrent sur le trottoir et intimèrent l'ordre aux 2 femmes de quitter le périmètre immédiat de l'immeuble. Ma mère, brisée, vidée de toute son arrogance toxique, n'esquissa pas le moindre geste de rébellion. Elle se baissa lourdement pour ramasser les feuilles trempées, les serrant contre sa poitrine comme le cadavre d'un enfant, et se mit à marcher d'un pas traînant, sous la pluie, suivie par le fantôme d'Élodie. Elles disparurent lentement au coin de l'avenue, avalées par le flux indifférent de la ville. J'éteignis l'écran de surveillance d'un clic sec. Je retournai à mes dossiers. La catharsis était achevée. Le passé n'était plus qu'un tas de cendres mouillées, balayées par le vent de ma propre justice. Mon empire était intact. Mon esprit était clair. Et pour la première fois de ma vie, l'avenir m'appartenait exclusivement, pur, sans ombre, et magnifiquement silencieux. Le temps, lorsqu'il n'est plus parasité par l'angoisse de l'anticipation, acquiert une texture différente. Il s'étire, se déploie avec une majesté silencieuse. Les semaines qui suivirent l'expulsion de ma mère et de ma sœur du parvis de ma tour de verre furent marquées par une tranquillité absolue, presque vertigineuse. C'était le silence qui suit l'amputation d'un membre gangrené. Au début, on ressent encore la douleur fantôme, le frisson familier de l'alerte, la peur irrationnelle que le téléphone ne sonne pour annoncer une nouvelle catastrophe financière ou une nouvelle exigence tyrannique. Puis, lentement, le cerveau intègre la guérison. La ligne de démarcation avait été tracée avec du fil barbelé électrifié,
Et même leur folie narcissique n'osait plus s'y frotter. J'avais chargé un cabinet d'avocats spécialisé dans le recouvrement de créances agressifs de gérer la saisie immobilière, exigeant de n'être tenu informé que par des notes de synthèse trimestrielles, dépouillées de toute émotion, ne contenant que des dates, des montants et des décisions de justice. Je refusais de polluer mon esprit avec les détails de leur agonie. Je savais seulement que la machine judiciaire, froide et implacable comme un broyeur de métaux, s'était mise en marche et qu'absolument rien ne pourrait l'arrêter. Pendant ce temps, la rumeur publique s'était chargée d'achever ce que la loi avait commencé. Dans les cercles bourgeois de la province, une annulation de mariage de cette envergure, le jour même de la cérémonie, est un séisme dont les répliques durent des décennies. L'aristocratie locale et les grandes familles bourgeoises possèdent une cruauté polie qui dépasse de loin la violence physique. Ma mère, qui avait passé sa vie à cultiver des alliances superficielles basées sur l'apparence et le mensonge de sa fortune, découvrit la véritable nature de son entourage. Les téléphones cessèrent de sonner. Les invitations aux dîners mondains, aux galas de charité, aux vernissages s'évaporèrent. Lorsqu'elle croisait d'anciennes connaissances au supermarché ou dans les rues du centre-ville, elle n'obtenait que des regards fuyants, des hochements de tête pressés ou pire, une pitié condescendante qui devait lui brûler la peau comme de l'acide. L'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. La famille de Thomas n'avait eu aucun scrupule à détruire la réputation de ma mère pour sauver la sienne, dévoilant à qui voulait l'entendre la ruine financière de cette femme qui jouait à la châtelaine avec des crédits à la consommation. Élodie, l'enfant en or, la mariée bafouée, n'était plus perçue que comme une intrigante pathétique, une fille sans dot dont le masque de perfection avait glissé pour révéler une cupidité désespérée. Le vernis social était pulvérisé, laissant la structure putride de leur réalité exposée aux yeux de tous. Les mois glissèrent vers l'automne, puis vers un hiver particulièrement rigoureux. C'est en janvier, un mardi matin, alors que le gel recouvrait les vitres de mon bureau, que je reçus la confirmation finale. L'enveloppe craft épaisse de mon avocat était posée sur mon bureau, à côté de mon ordinateur. Elle ne contenait pas de grands discours, juste une liasse de documents notariés et un petit trousseau de clés métalliques, froides et lourdes. La saisie immobilière était allée à son terme. La maison familiale, le théâtre de mes pires humiliations enfantines, le temple où ma mère avait érigé le culte d'Élodie au détriment de ma propre existence, appartenait désormais officiellement et intégralement à ma filiale d'investissement. L'expulsion par la force publique avait eu lieu 3 jours auparavant. Selon le bref rapport de l'huissier, la maison avait été trouvée dans un état de délabrement avancé, les meubles de valeur ayant probablement été vendus au noir par ma mère dans une tentative désespérée de payer des avocats de la défense qui n'avaient pu que constater l'évidence de la dette. Elles avaient été contraintes de quitter les lieux avec de simples valises, évincées de leur propre château de cartes par l'huissier, sous le regard indifférent ou moqueur des voisins qu'elles avaient tant méprisés. Je pris les clés dans ma main. Le métal s'adapta à la température de ma paume. C'était la matérialisation physique de ma victoire totale. Je possédais l'air qu'elle respirait, la terre sur laquelle elle marchait, et maintenant, je possédais les murs qui avaient abrité leur folie. Je décidai de m'y rendre le week-end suivant. Ce n'était pas un pèlerinage nostalgique, mais une inspection sanitaire, un exorcisme immobilier. J'y allais seule, conduisant ma propre voiture à travers les rues familières et pourtant si étrangères de ma ville natale. Le quartier n'avait pas changé. Les grandes demeures bourgeoises alignées derrière leurs haies, taillées au cordeau, respiraient toujours la même arrogance, endormie. Je garai ma voiture devant la grille rouillée de la propriété. Le jardin, autrefois entretenu par des jardiniers que ma mère ne payait jamais à l'heure, n'était plus qu'un enchevêtrement de mauvaises herbes stériles et de ronces. La façade de la maison, avec ses volets écaillés et ses gouttières arrachées par le temps, semblait pleurer sa splendeur passée. J'insérai la clé dans la lourde serrure de la porte d'entrée. Le mécanisme grinça lugubrement avant de céder. Je poussai la porte et fus immédiatement assailli par l'odeur.
Ce n'était plus cette senteur clinique et froide de mon enfance, cette odeur d'anxiété rentrée. C'était l'odeur âcre de l'échec, de l'humidité stagnante, de la poussière accumulée et du désespoir. Je marchais lentement dans le hall, le bruit de mes bottines en cuir résonnant lugubrement sur le carrelage en damier. La maison était vide, dépouillée de son mobilier ostentatoire. Il ne restait que des traces rectangulaires plus claires sur le papier peint jauni, fantômes des grands miroirs et des tableaux devant lesquels Élodie passait des heures à admirer son reflet. Je pénétrais dans le grand salon. C'était là que ma mère organisait ses réceptions, là qu'elle me reléguait à la cuisine pour préparer les hors-d'œuvre pendant qu'elle présentait Élodie comme un trophée à ses invités. La cheminée monumentale était noire de suie froide. Les rideaux en velours épais avaient été arrachés de leurs tringles, laissant les immenses fenêtres nues, exposant la laideur de la pièce à la lumière crue de l'hiver. Je montais l'escalier majestueux, passant ma main gantée sur la rampe en chêne massif. Les marches craquaient sous mon poids, comme si la maison entière gémissait sous l'emprise de sa nouvelle maîtresse. Je me dirigeais d'abord vers la chambre d'Élodie. C'était la plus grande, la plus lumineuse, celle qui donnait sur le parc. Autrefois, c'était un sanctuaire de roses poudrées et de blancs immaculés, rempli de peluches immenses, de vêtements de créateurs empilés négligemment, de trophées de concours de beauté locaux. Aujourd'hui, la pièce n'était qu'une carcasse vidée de sa substance. Le parquet était rayé par les allées et venues des déménageurs. Dans un coin, oublié ou abandonné, gisait un cintre cassé. Je fixais le mur où trônait jadis son lit à baldaquin. C'est ici qu'elle avait écrit le message. C'est ici qu'elle avait décrété que ma présence gâchait la symétrie. L'ironie était d'une beauté poignante. Sa symétrie avait implosé, la laissant sans centre, sans repère, rejetée dans le néant. Je tournais les talons et marchais jusqu'au fond du couloir, vers l'ancienne chambre d'amis qui m'avait servi de dortoir, juste à côté de l'escalier de service. La pièce était minuscule, sombre, étouffante. C'est là que j'avais étudié des nuits entières à la lueur d'une lampe de poche, forgeant les armes intellectuelles et financières de ma survie. Je ne ressentis aucune pitié, aucune tristesse. Seulement une satisfaction mathématique, la certitude implacable que l'univers tend toujours vers l'équilibre, même s'il faut des décennies de souffrance pour que la balance s'ajuste. Je redescendis au rez-de-chaussée, pris mon téléphone portable et composai le numéro d'un grand promoteur immobilier de la région avec qui je faisais régulièrement affaire. Il décrocha à la première sonnerie. Je lui annonçai que la parcelle était à vendre. Pas la maison, la parcelle. Je lui donnai des instructions précises. La bâtisse entière devait être rasée au bulldozer. Les fondations devaient être arrachées de la terre. Le terrain devait être nivelé, purifié, transformé en un terrain vierge, prêt à accueillir la construction d'une résidence de luxe ultramoderne, en béton et en verre, sans aucun rapport avec l'architecture du passé. Je voulais effacer jusqu'à la mémoire physique de cet endroit. Je ne voulais pas laisser l'ombre d'un fantôme. La destruction devait être architecturale, totale, irréversible. Lorsque je raccrochais, je quittais la maison sans un regard en arrière. Je fermais la porte à clé et jetais le trousseau dans la première bouche d'égout venue. Le passé était scellé. La terre allait être retournée. J'appris plus tard, par l'entremise de rapports glanés par mon détective, ce qu'il était advenu d'elles. L'expulsion les avait précipitées dans une misère qu'elles n'auraient jamais cru possible dans leur pire cauchemar. Sans la sécurité de la grande maison pour masquer leur banqueroute, la réalité crue les avait rattrapées. Ma mère, incapable de trouver un emploi à son âge avec un CV vide d'expérience et rempli de condescendance, avait dû faire appel aux services sociaux qu'elle dénigrait tant auparavant. Elle fut relogée dans un petit appartement exigu dans un quartier périphérique, un de ces grands ensembles grisâtres où l'anonymat est la seule règle. La santé déclinante, rongée par l'amertume et le choc de la déchéance sociale, elle vieillit de 10 ans en l'espace de 6 mois. Elle passait ses journées recluses, regardant les murs lépreux de son salon, incapable de comprendre comment son monde parfait avait pu basculer si brutalement. Elle n'avait plus de cours, plus de public,
plus de filles en or pour la faire briller. Élodie, quant à elle, dut affronter le marché du travail sans diplôme valable, sans réseau et surtout avec une réputation locale en lambeaux. Le scandale de son mariage annulé et de la ruine de sa mère avait fait le tour de toutes les entreprises respectables de la région. Aucun cadre ne voulait embaucher la femme qui avait trompé la riche famille de Thomas. Elle fut contrainte d'accepter des emplois précaires, des postes d'accueil ou de caissière dans des zones commerciales en périphérie, très loin du glamour qu'elle estimait lui être dû par droit de naissance. La fatigue des horaires décalés, le stress de la pauvreté, la mauvaise alimentation, tout cela eut raison de son arme principale, sa beauté. Le vernis craqua. Le visage poupin et arrogant se creusa. Les traits se durcirent sous l'effet de la rancœur perpétuelle. Elle vivait avec ma mère dans cet appartement lugubre, deux naufragés liés par l'aigreur et le ressentiment mutuel, se blâmant l'une l'autre pour la perte de leur royaume de pacotille. Elles s'étaient dévorées de l'intérieur, comme des parasites enfermés dans une boîte stérile après la disparition de leur hôte. Moi, j'avais continué mon ascension. Je n'avais pas besoin de les voir sombrer pour me sentir exister. Leur chute n'était que le corollaire mathématique de mes actions, la conséquence logique de leur propre vanité aveugle. Mon empire financier s'étendait, mes fondations caritatives se multipliaient. J'avais construit une vie basée sur l'excellence, l'effort et la transparence brutale des contrats. Les gens me respectaient, non pas pour l'illusion que je projetais, mais pour la réalité tangible de mon pouvoir de création et de destruction. Je n'avais jamais cherché la vengeance pour le simple plaisir de faire souffrir. J'avais cherché l'équilibre. J'avais repris l'énergie vitale qu'elle m'avait vampirisée pendant toute mon enfance. Le karma n'est pas une entité mystique qui flotte dans l'éther, attendant patiemment de punir les méchants. Le karma est un mécanisme qui s'enclenche lorsque la victime décide d'arrêter de subir, lorsqu'elle saisit les rouages du système et qu'elle les retourne contre ses bourreaux avec une précision froide et inattaquable. Le vrai pouvoir ne hurle jamais. Il ne fait pas de scandale dans les halls d'hôtel. Il ne pleure pas sur les robes de mariée ruinées. Le vrai pouvoir signe des documents silencieux, rachète les dettes, annule les illusions, et regarde le monde brûler depuis le sommet d'une tour de verre, une tasse de café noir à la main. Le vide affectif qu'elles avaient creusé en moi n'était plus une blessure. C'était le socle en béton armé sur lequel j'avais érigé mon infini. Il est coutume de croire que la vengeance, une fois assouvie, laisse un goût de cendre dans la bouche. Les moralistes, ceux qui n'ont jamais eu à ramasser les morceaux de leur propre identité brisés par des mains familiales, affirment que le pardon est la seule voie de la véritable guérison. C'est un mensonge consolateur, une fable inventée pour protéger les agresseurs des conséquences de leurs actes. Mon histoire prouve l'exact contraire. La vengeance, lorsqu'elle est exécutée avec la rigueur d'un audit financier, lorsqu'elle expose au grand jour la laideur intrinsèque des bourreaux sans que la victime ne se salisse les mains, est le remède le plus puissant, l'élixir de vie le plus pur qui soit. Il n'y a pas de cendre dans ma bouche. Il n'y a que le goût frais et vif de la liberté absolue. Il n'y a pas de regret, pas de nuit sans sommeil hanté par le doute. Il y a une clarté intellectuelle totale, une hygiène mentale que peu de gens ont le privilège de connaître dans leur existence entière. L'ablation chirurgicale de ma famille toxique m'a sauvée, m'a construite, m'a élevée au rang d'entité intouchable. Des années ont passé depuis le matin fatal où la grille du domaine des Cèdres est restée close. Le domaine lui-même a prospéré. L'histoire de l'annulation spectaculaire, bien que les détails exacts de la cruauté familiale aient été gardés sous scellés par des accords de confidentialité, est devenue une sorte de légende urbaine locale, ajoutant une aura de mystère et d'exclusivité au manoir. Les agendas de réservation sont remplis sur 5 ans, attirant une clientèle internationale qui cherche à s'imprégner de l'atmosphère d'un lieu géré avec une main de fer par une holding invisible et puissante. Les bénéfices de la location financent désormais presque intégralement
les œuvres de ma fondation pour les enfants issus de milieux abusifs, leur offrant les bourses d'études et le soutien psychologique que je n'ai jamais eu. Chaque mariage célébré sous les arbres centenaires du domaine, chaque éclat de rire qui résonne dans la grande salle de bal, est une victoire silencieuse, une réécriture de l'histoire, la transmutation du mal en un bien florissant. J'ai pris leur arme de destruction massive, la vanité mondaine, et je l'ai transformée en un moteur de création de richesse et de solidarité. C'est l'alchimie suprême de la survivante. Parfois, lors des longues soirées d'hiver, assise dans le confort ouaté de mon immense appartement en centre-ville, je me surprends à observer la pluie battre contre les baies vitrées, et je repense à ce fameux message d'Élodie. Tu ne fais pas partie de la famille. 5 mots qui devaient être ma condamnation à mort sociale, mon bannissement officiel de leur cercle doré. 5 mots qui se sont révélés être l'incantation magique de ma libération. Elles croyaient m'expulser vers le néant, me forcer à errer dans les limbes de la solitude. Elles ignoraient que la solitude était mon alliée la plus ancienne, l'espace vierge où j'avais affûté mes armes en silence. En m'excluant, elles m'ont coupé les chaînes. Elles m'ont affranchi de toute obligation morale, de tout devoir filial. Elles m'ont donné l'autorisation tacite et légale de les traiter non plus comme ma mère et ma sœur, mais comme des entités hostiles sur un échiquier financier, de simples variables toxiques à éliminer de l'équation de ma vie. Je n'ai jamais revu le visage d'Élodie, ni entendu la voix de ma mère depuis ce jour de pluie devant ma tour de bureau. Je ne ressens aucune curiosité morbide quant à leur sort actuel. Je sais qu'elles existent, quelque part dans les marges grises de la ville, écrasées par le poids de leur médiocrité, enchaînées à leur amertume mutuelle. Je sais que la beauté d'Élodie s'est fanée, que la santé de ma mère a décliné, que leur nom est synonyme de faillite pathétique. Cette certitude me suffit. Ce n'est pas de la haine, c'est l'absence absolue de tout sentiment, un zéro absolu sur l'échelle de l'empathie. J'ai refermé le livre de mon enfance avec la brutalité d'une porte d'acier qui claque, et j'ai jeté la clé dans l'océan de ma propre réussite. Je suis devenue la femme que j'étais destinée à être, un bloc de glace indestructible, une calculatrice d'une précision mortelle, la seule maître à bord de mon propre univers, régnant en silence sur le royaume que j'ai arraché des mains de la médiocrité. Si j'avais déclaré la transmission terminée, c'était une erreur de perspective, une indulgence momentanée de mon esprit face à l'ampleur de ma propre victoire. L'effondrement d'un écosystème narcissique ne se résume pas à une expulsion et à une saisie immobilière. Ce ne sont là que les événements de surface, les ondes de choc primaires d'un tremblement de terre. Le véritable cataclysme, la punition psychologique de haute densité, se déroule dans l'après-coup, dans la stagnation écœurante des jours qui s'étirent sans fin, sans espoir et sans le moindre public pour applaudir. Mon détective privé, grassement rémunéré pour son absence totale de scrupules et son obsession du détail, ne se contentait pas de m'envoyer des relevés de compte à sec ou des avis d'huissier. Il m'envoyait des rapports d'observation d'une précision clinique, des photographies volées au téléobjectif, des retranscriptions de conversations captées dans l'espace public. J'avais exigé de connaître la texture exacte de leur damnation. Je voulais savourer la granularité de leur déchéance, non pas par sadisme pur, mais pour m'assurer que la leçon cosmique était gravée au fer rouge dans leur conscience. Leur nouveau domicile, si l'on peut décemment utiliser ce terme pour désigner la cage en béton dans laquelle les services sociaux les avaient entassés, se trouvait dans la grande banlieue nord, à l'opposé géographique et symbolique de notre ancienne demeure bourgeoise. C'était une barre d'immeubles des années 70, une architecture de l'urgence conçue pour parquer les misères invisibles, avec des façades lépreuses où le crépi se détachait par plaques entières, révélant le ciment grisâtre en dessous comme une maladie de peau incurable. L'appartement lui-même était un 2 pièces exigu situé au 8e étage, accessible par un ascenseur qui empestait chroniquement l'urine et le désespoir, et qui tombait en panne 1 semaine sur 2, obligeant ma mère, avec ses genoux vieillissants et son souffle court, à gravir les marches interminables d'une cage d'escalier
couverte de graffitis hostiles. C'était là le nouveau royaume de la reine-mère et de la princesse déchue. 38 mètres carrés de linoléum bon marché qui se décollait dans les coins, des murs tapissés d'un papier jauni qui conservait l'odeur rance des fritures des locataires précédents, et des fenêtres à simple vitrage qui laissaient s'infiltrer le hurlement perpétuel de l'autoroute voisine. La promiscuité était leur nouveau bourreau quotidien. Elle qui avait vécu dans des espaces démesurés, s'évitant soigneusement dans les vastes couloirs de notre enfance pour ne se retrouver que lors des représentations sociales, était désormais forcée de respirer le même air vicié, de se frôler dans une cuisine de la taille d'un placard et d'écouter les moindres bruits physiologiques de l'autre à travers des cloisons fines comme du papier à cigarette. L'intimité, ce luxe absolu des riches, leur avait été violemment arraché. Ma mère dormait sur un canapé convertible hors d'âge, dans le minuscule salon, tandis qu'Élodie occupait l'unique chambre, un privilège qu'elle avait arraché au prix de hurlements et de chantage affectif qui n'avaient plus la même saveur, depuis qu'il n'y avait plus de public pour en juger. Leur nuit était peuplée des cris des voisins, des disputes conjugales de l'étage du dessus, et de la sirène angoissante des voitures de police patrouillant dans le quartier. C'était une immersion brutale dans une réalité sociale qu'elles avaient repassé leur vie à mépriser avec une virulence nauséabonde, traitant autrefois de parasites les personnes même avec qui elles partageaient désormais les bacs à ordures éventrés du rez-de-chaussée. La décomposition physique de ma mère fut la première manifestation spectaculaire de cette nouvelle ère. Sans les injections régulières de toxines botuliques, sans les crèmes hors de prix gorgées d'acide hyaluronique, sans les rendez-vous bimensuels chez le coiffeur coloriste de la haute bourgeoisie, le masque de jeunesse artificiel qu'elle avait maintenu pendant 2 décennies se fissura, puis s'effondra complètement. La gravité reprit ses droits avec une vengeance cruelle. Ses joues s'affaissèrent, creusant des sillons profonds d'amertume de chaque côté de sa bouche, qui étaient désormais perpétuellement pincés. Ses cheveux, autrefois d'un blond californien éclatant, repoussèrent dans une teinte grisâtre et terne, clairsemée par le stress et la mauvaise alimentation. Ses vêtements de créateur, qu'elle refusait obstinément de jeter, malgré leur inadaptation totale à sa nouvelle vie, pendaient sur sa silhouette amincie, froissée, tachée, tragique. Elle ressemblait à une actrice de théâtre de boulevard, maquillée pour jouer une reine, mais perdue dans les coulisses poussiéreuses d'une pièce qui avait été annulée des années auparavant. Elle passait ses journées assise sur le canapé inconfortable, fixant un petit téléviseur cathodique récupéré aux encombrants, zappant frénétiquement d'une chaîne à l'autre, sans jamais rien regarder vraiment. Son seul lien avec le monde extérieur était son téléphone portable, un modèle bas de gamme à carte prépayée, dont le répertoire avait été décimé. Elle tentait parfois d'appeler d'anciennes amies du club de bridge, s'accrochant désespérément à l'illusion qu'elles avaient simplement perdu son numéro. Les rapports du détective indiquaient qu'elle passait des heures à écouter les sonneries dans le vide ou à se heurter à des voix glaciales lui opposant des excuses pathétiques avant de raccrocher précipitamment. Le rejet social, lorsqu'il est total et incontestable, agit comme un poison lent sur l'esprit des narcissiques. Sans reflet admiratif pour valider leur existence, ils se recroquevillent, se consument de l'intérieur. Ma mère commençait à développer des monologues paranoïaques, marmonnant seule dans la cuisine vide, accusant le gouvernement, les banques, les avocats, la belle famille de Thomas, et surtout moi, ce monstre d'ingratitude, d'avoir ourdi un complot cosmique pour détruire sa perfection. Jamais, à aucun moment, la moindre étincelle de remise en question n'illumina les ténèbres de son esprit. La culpabilité est une émotion étrangère à ceux qui se considèrent comme des victimes professionnelles. Le sort d'Élodie était, d'une certaine manière, encore plus poétique dans sa brutalité. Contrairement à ma mère, qui pouvait se cacher dans la pénombre de l'appartement pour pourrir en paix, Élodie était jeune. Élodie devait survivre. La nécessité absolue de payer la nourriture, l'électricité et le loyer subventionné, car ma mère jugeait la recherche d'emploi en dessous de sa dignité, la força à descendre dans l'arène de la classe laborieuse qu'elle avait tant raillée.
Son curriculum vitae, constitué uniquement de stages fictifs dans des entreprises d'amis de ma mère et d'années de préparation à son destin d'épouse mondaine, fut balayé d'un revers de main par les agences d'intérim. Elle n'avait aucune compétence technique, aucune résistance à l'effort, aucune humilité. Elle dut se résoudre à accepter l'humiliation ultime. Un contrat à durée déterminée, à temps partiel, comme hôtesse de caisse, dans un hypermarché discount, situé dans une zone industrielle terne. La photographie que le détective m'avait envoyée d'Élodie à son poste de travail trônait en fond d'écran sur mon ordinateur personnel. Un rappel permanent de la justice immanente. La princesse de la symétrie était vêtue d'un polo en polyester vert, fluo d'une laideur agressive, orné du logo criard de la chaîne de supermarchés. Ses ongles, autrefois perpétuellement manucurés et vernis de teinte nacrée, étaient coupés courts, rongés jusqu'au sang, les cuticules abîmés par la manipulation constante des cartons rugueux et de la monnaie sale. Ses cheveux ternes étaient tirés en arrière par un chouchou bon marché. Sous la lumière impitoyable des néons blafards du magasin, sa peau diaphane avait pris une teinte jaunâtre, marquée par les cernes de la fatigue chronique et les poussées d'acné dues au stress et aux repas composés de nouilles instantanées. Elle passait 8 heures par jour assise sur un siège ergonomique défectueux, bipant des articles de première nécessité pour des clients impatients, subissant les remarques désobligeantes des managers tyranniques, obligée de sourire et de répéter mécaniquement la même phrase de courtoisie des centaines de fois. La destruction de sa vanité était totale, méthodique, implacable. Elle n'était plus la plus belle fille de la pièce. Elle était un rouage invisible et méprisé d'une machine économique broyeuse d'âme. L'apogée de son calvaire psychologique survint un samedi après-midi, un événement relaté avec une précision chirurgicale par mon enquêteur qui avait suivi ses déplacements. Élodie était à sa caisse, épuisée, scannant machinalement une montagne de boîtes de conserve et de couches bon marché. Dans la file d'attente se tenait une jeune femme blonde, impeccablement habillée d'un trench coat Burberry et portant un sac en cuir de luxe. C'était Chloé. Chloé, la fille de l'ancien dentiste de ma mère. Chloé, qui devait être la demoiselle d'honneur principale d'Élodie, celle qui l'avait aidée à choisir la nuance exacte du voile, celle qui avait ri avec elle en lisant le message, m'excluant du mariage. Chloé venait probablement acheter des bouteilles d'alcool en gros pour une soirée, s'étant égarée dans ce supermarché de banlieue par pure commodité. Le rapport du détective décrivait la scène comme un accident de voiture au ralenti. Élodie leva les yeux pour annoncer le montant total, et son regard croisa celui de Chloé. La terreur pure s'empara du visage d'Élodie. Elle baissa immédiatement la tête, tentant frénétiquement de cacher son badge, espérant que le polo hideux et sa laideur nouvelle suffiraient à la rendre anonyme. Mais Chloé l'avait reconnue. Il y eut un silence lourd, pesant, entre le roulement du tapis de caisse et le brouhaha du magasin. Chloé ne dit pas bonjour. Elle ne sourit pas. Son visage se figea dans une expression de choc, rapidement remplacée par une répulsion mal dissimulée, comme si elle venait de découvrir un insecte mort dans son assiette dans un grand restaurant. « Élodie » dit Chloé, la voix portant suffisamment haut pour que les clients suivants entendent. Le ton n'était pas chaleureux. Il dégoulinait d'une pitié venimeuse et condescendante, l'arme absolue de leur classe sociale d'origine. « C'est toi ? Mon Dieu ! Qu'est-ce que tu fais ici ?» Élodie ne pouvait pas fuir. Elle était coincée dans son box de caisse, prisonnière de son humiliation. Elle murmura une réponse inaudible, les mains tremblantes, tendant le ticket de caisse en évitant le regard de son ancienne amie. Chloé prit le ticket du bout des doigts, comme s'il était infecté, et sans ajouter un mot, sans la moindre trace d'empathie pour la ruine de celle qu'elle appelait sa sœur de cœur, tourna les talons et s'éloigna. Elle marcha vers les portes automatiques en sortant son téléphone, tapant probablement déjà un message groupé pour annoncer la nouvelle croustillante à toutes les filles du club de tennis. La princesse Élodie bipait des boîtes de raviolis pour le SMIC. Le soir même, dans la cage en béton du 8e étage, la pression accumulée explosa. Le détective, grâce à un micro directionnel longue portée utilisé depuis un véhicule stationné sur le parking crasseux en contrebas,
Une méthode à la limite de la légalité que j'avais généreusement financée, put capter l'intégralité de la dispute. Ce n'était pas une dispute ordinaire. C'était le point de rupture terminal, le moment où l'illusion familiale se désintègre pour laisser place à la haine la plus primitive, celle qui lie les damnés entre eux. Élodie, rentrée de son service les yeux gonflés et le maquillage coulant, avait jeté son sac à main imitation cuir contre le mur du salon. Ma mère, affalée sur le canapé, avait eu le malheur de critiquer son retard et de réclamer qu'elle prépare le dîner. La riposte d'Élodie fut une éruption volcanique. Elle hurla. Elle hurla des années de rancœur accumulées. Elle accusa ma mère d'avoir détruit sa vie. Elle l'accusa d'être une vieille femme pathétique, menteuse, qu'il avait vendue à la famille de Thomas pour éponger ses propres dettes de joueuse mondaine. Elle cria que son mariage avait été annulé uniquement à cause de la cupidité et de l'arrogance de sa mère, de son incapacité à gérer le moindre budget réel. « Tu m'as appris à être une reine dans un château qui ne t'appartenait même pas !» vociféra Élodie, sa voix se brisant dans les aigus. « Et regarde-nous maintenant, je suis une caissière, je sens la friture et la sueur, et tout ça, c'est de ta faute. Tu nous as ruinés en essayant de paraître plus riche que tu ne l'étais. » Ma mère, piquée au vif dans son narcissisme mourant, se leva avec une agilité inattendue. La contre-attaque fut aussi cruelle que dévastatrice. Elle utilisa la seule arme qui lui restait, la vérité nue. Elle regarda sa fille de haut en bas, avec un dégoût palpable. « Ne rejette pas la faute sur moi, petite sotte ignorante !» cracha ma mère, sa voix vibrante d'une méchanceté pure. « Tu as coulé toute seule. Thomas n'en avait rien à faire de toi. Il voulait juste une belle image à mettre à son bras, et tu as été incapable de garder même ça. Tu n'es bonne à rien. Tu n'as pas de cerveau, tu n'as plus ton apparence, et tu n'as certainement pas le talent de ta sœur. Ah oui, parlons-en de ta sœur. La petite souris invisible que nous avons écrasée, c'est elle qui détient la ville maintenant. C'est elle qui a acheté le domaine. Et toi, tu pleurniches sur ton sort en bipant des conserves. Tu n'es qu'une déception absolue, Élodie. Ce fut le coup de grâce. L'invocation de mon succès, jetée à la figure d'Élodie comme une arme d'humiliation massive, brisa quelque chose de fondamental dans la pièce. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que les cris. C'était le silence de deux serpents venimeux enfermés dans un bocal, réalisant qu'il n'y avait plus de proies extérieures et qu'ils allaient devoir se dévorer mutuellement pour tromper l'ennui de l'éternité. J'écoutais l'enregistrement audio de cette dispute le lendemain matin, dans mon bureau inondé de la lumière matinale, en dégustant un croissant parfaitement feuilleté. Le son crépitant du micro, enregistrant la voix brisée de ma mère et les sanglots étouffés d'Élodie, formaient une bande-son exquise. Elles avaient fini par faire mon propre travail. J'avais construit la reine, j'avais fermé les portes à clé, mais ce sont elles qui avaient pris les poignards pour s'entretuer psychologiquement. J'appuyais sur le bouton pour effacer le fichier. Je n'avais plus besoin de ces enregistrements. La preuve était faite. L'équation de la souffrance était définitivement équilibrée, avec intérêt. Le purgatoire serait leur seule et unique destination finale.